Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote familiale. Chez moi, au petit déjeuner, on prend des céréales. Alors il y a mes enfants de 12 et 15 ans qui prennent le paquet de céréales et qui remplissent totalement le bol jusqu'en haut. Et ils en laissent la moitié une fois sur deux. Puis de l'autre côté, il y a moi qui essaye de maintenir un semblant de ligne et qui essaye du coup de s'en tenir aux 45 grammes recommandés au dos du paquet par le fabricant. Alors, est-ce que vous avez déjà pesé 45 grammes de céréales? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? Alors, j'ai pris une photo pour vous. Voilà ce que donne 45 grammes de céréales à l'intérieur d'un bol. Alors, j'ai usé tous les arguments possibles. D'un côté, pour essayer de convaincre mes enfants d'arrêter de gâcher la nourriture et donc tout simplement de remplir le bol à moitié, quitte à se resservir s'ils en voulaient. Et ils sont tout à fait d'accord avec moi. Ils avaient parfaitement envie de le faire. Oui, oui, papa, on va remplir à moitié. Et puis moi, d'un autre côté, qui déprimait devant mon bol de céréales à peu près à moitié vide. Alors, à court d'arguments face à mes enfants et face à ma volonté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai acheté des nouveaux bols. J'ai acheté des bols plus petits. Et avec ces bols plus petits, mes enfants continuent à remplir le bol à ras-bord. Sauf que cette fois-ci, ils n'engagent plus du tout puisqu'ils en mettent moins à l'intérieur. Et moi, finalement, je suis beaucoup moins déprimé devant un petit bol plein que devant un grand bol vide. Alors, pour pas grand-chose, finalement, l'achat de quelques bols, j'ai réussi à faire changer de comportement mes enfants et moi dans la joie et dans la bonne humeur. Et ce que j'ai fait là, ça porte un nom. Ça s'appelle le nudge. Et le nudge, c'est une passion que j'ai découverte il y a quelques temps et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Le nudge en français, ça veut dire coup de pouce, incitation douce. Comment est-ce qu'on peut faire des petits changements à l'intérieur de l'environnement pour changer de manière très forte les comportements et pour aider les gens qui ont une intention à passer à l'action. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'un nudge, je vous propose de découvrir l'exemple le plus célèbre de nudge. Cette mouche n'est pas une mouche. C'est un nudge, c'est un autocollant. Et ça devient un nudge quand on le colle au bon endroit. Et le bon endroit, désolé mesdames, c'est au fond de l'urinoir des toilettes des hommes. Pourquoi ce sticker de mouche devient un nudge quand on le colle au fond des toilettes des hommes? Parce que l'homme est un grand enfant et que quand il voit une mouche au fond des toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Il vise la mouche. Et en visant la mouche, il ne vise plus à côté. Et comme il ne vise plus à côté, dans l'aéroport d'Amsterdam, là où ils ont collé cette mouche dans les toilettes, ça a eu pour impact d'économiser 80% des dépenses de nettoyage. Alors, j'aime beaucoup cet exemple, d'abord parce qu'en règle générale, il a pour vertu de briser un petit peu la glace. Et puis la vraie raison pour laquelle je l'aime, c'est qu'il reflète totalement l'esprit de ce que c'est que le nudge. On aurait pu chercher à vous persuader de rendre cet endroit aussi propre que vous aimeriez le trouver en entrant. Ça s'appelle de l'information. On met des panneaux à l'entrée des toilettes et il faut continuer à le faire. C'est utile. Mais ça va juste vous donner une indication et ça ne va pas forcément vous amener à franchir le petit pas qui va vous faire avoir le comportement désiré. Avec le nudge, on ne cherche plus à persuader les gens. Peu importe qu'ils soient persuadés ou non, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est de changer les comportements pour les aider à passer d'une intention à une action. Alors le nudge, on va pouvoir l'utiliser dans tous les cas où on va être face à un besoin de changement de comportement. Prenons l'environnement par exemple. Nous sommes 61% selon les sondages à nous déclarer très concernés par l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Est-ce qu'on recycle suffisamment? Est-ce qu'on va économiser l'eau comme il le faut? Est-ce qu'on va économiser l'énergie comme il le faut? Voici une photo d'une université à la nuit tombante. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les salles sont allumées. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les étudiants à ne pas laisser l'ensemble des salles allumées quand ils s'en vont, mais plutôt à les éteindre? D'abord, on va mettre une information, merci d'éteindre la lumière. Et puis à côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un nudge. Ce nudge, ça va être 80% des étudiants de l'université éteignent la lumière en quittant la pièce. Et vous? Point d'interrogation. Si on me pose cette question-là, si 80% des gens le font, humainement, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Exactement la même chose que ces 80% des gens. Et au final, en implémentant ce nudge, qu'est-ce qui va se passer? 26% de lumière restée inutilement allumée
en moins. Alors vous allez me dire comment de si petits détails peuvent avoir de si grands impacts sur le comportement. Il y a forcément quelque chose derrière, tout ça n'est pas très rationnel. Et vous avez raison. En fait, la majeure partie des décisions qu'on prend, on les prend avec ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, appelle le système 1. Le système 1, c'est la partie de votre cerveau qui va décider de manière intuitive, rapide, sans effort, qui va aller directement à la conclusion. Voici un petit exemple. À votre avis, quelle est la table qui est la plus longue et la plus étroite? A priori, vous voyez celle de gauche correspondre à ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est votre système 1 qui vous le dit. La réalité, et vous allez le voir avec cette animation, c'est que ces deux tables ont exactement la même longueur et la même largeur. Réalisé sans trucage. Et ce qui est impressionnant, c'est que je suis sûr que même maintenant que vous le savez et que je vous l'ai démontré, vous continuez à voir la table de gauche comme plus longue et plus étroite que la table de droite. C'est normal. Votre système 1 est toujours en mode automatique, il est toujours en action. Et si vous voulez effectivement être totalement convaincu que ces deux tables font exactement la même longueur et la même largeur, il va falloir passer en système 2. Le système 2, c'est celui qui va vous inviter à prendre un mètre et à aller vérifier que effectivement les côtés sont bien de même longueur et de même largeur. Alors, c'est Daniel Kahneman, je vous disais tout à l'heure, prix Nobel d'économie 2002, qui a théorisé ces deux vitesses de la pensée, le système 1 d'un côté rapide, le système 2 de l'autre côté plus lent. Et dans cette phrase, Daniel Kahneman a remporté le prix Nobel d'économie en 2002, il y a quelque chose d'assez troublant. Ce qui est troublant, c'est que Daniel Kahneman n'est pas du tout un économiste. Daniel Kahneman est un psychologue. Alors pourquoi les économistes ont donné un prix Nobel à un psychologue ? A priori, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a 20 ans, quand j'étais sur les bancs de la fac en économie, mon professeur m'a appris que les agents économiques, c'est-à-dire vous tous et moi y compris, nous prenions nos décisions en maximisant notre utilité sous contrainte budgétaire, en ayant une information parfaite, en étant totalement capable de traiter l'ensemble de cette information et en ayant des préférences qui sont totalement stables dans le temps. J'ai eu un petit malaise, en fait, quand j'ai entendu ça, parce que moi, je ne me suis pas senti prendre toutes mes décisions en maximisant mon utilité sous contrainte budgétaire. Et une fois que j'avais pris mes décisions, je n'étais pas non plus totalement certain qu'elles soient suivies d'action par derrière. Alors ça m'a tellement perturbé que j'ai fait une thèse de doctorat sur le sujet pour le passage de l'intention à l'action. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. J'essaie de comprendre comment les vrais gens décident dans la vraie vie, comment effectivement ils mettent en œuvre ce qu'ils ont envie de faire. Alors, si les économistes ont donné un prix Nobel à un psychologue, vous voyez que c'est parce qu'ils ont tout simplement compris que finalement, nous sommes aussi peut-être juste des êtres humains, avec nos émotions, avec nos habitudes, avec une influence de l'environnement physique, une influence de l'environnement social qui va impacter nos décisions. Bref, que nous ressemblons peut-être un peu plus à Homer Simpson qu'à Superman. Alors, effectivement, nous ne sommes pas très rationnels. Mais ce n'est pas désespérant. Pourquoi ce n'est pas désespérant ? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ces comportements irrationnels que nous avons, on est capable de les expliquer grâce à des recherches en économie comportementale. En gros, les comportements irrationnels que nous avons ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas insensés, ils ne sont pas absurdes. En fait, ils sont assez systématiques et même ils sont prévisibles. En 50 ans de recherche académique, les chercheurs en économie comportementale ont identifié une centaine de biais qui venaient justement expliquer pourquoi nos comportements étaient irrationnels. Par exemple, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est celui qui fait que mes enfants mettent les céréales jusqu'en haut du bol, parce que finalement, la taille du bol constitue une encre, un point de référence qui va déterminer la quantité qu'on a envie de mettre dedans. Après, il y a le biais de gratification. C'est quand même assez plaisant d'avoir réussi à viser juste sur cette satanée mouche qui était au fond de l'urinoir. Et puis, il y a les normes sociales. Celle qui fait que, comme 80% des étudiants, moi aussi, je vais éteindre la lumière en sortant
de cette pièce. Alors la liste des biais comme ça, elle est longue, je ne vais pas la faire en totalité, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a bien compris la manière dont ces biais agissaient, eh ben, on va pouvoir agir dessus pour essayer de changer les comportements et aider les gens à passer d'une intention à une action. En fait, chaque biais va être une source d'inspiration pour construire un nudge. Prenons un exemple. Vous mettez une quarantaine de films à l'intérieur d'une pièce sur la table. Parmi ces 40 films, il va y en avoir certains qui vont être dits de type vice, comme ici Batman, un bon film d'action, un blockbuster américain sur lequel on ne va pas cramer trop de neurones. Et puis vous avez d'autres films qui vont être catalogués de type vertu, par exemple ici The Artist, sur lequel, bah oui, on va passer un bon moment, mais peut-être qu'il va falloir faire marcher un petit peu plus le cerveau et faire un petit peu plus d'efforts. On va demander aux gens de choisir ces films selon 3 possibilités. On va leur demander de choisir 3 films, mais on va leur demander de choisir maintenant 3 films pour les 3 prochains soirs. Et puis à d'autres personnes, on va leur demander de choisir les 3 films, mais un pour ce soir. Ils vont revenir demain en choisir un pour demain soir, et ils vont revenir après-demain en choisir un pour après-demain soir. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends maintenant les 3 films pour 3 soirs, bien, je vais ce soir me détendre parce que j'ai eu une journée difficile. Je vais donc prendre un film vice. Et demain, je vais bien vouloir faire l'effort. Vous voyez ce qui se passe si je reviens chaque jour choisir un film? Vous avez compris? Je vais prendre que des films vices. Alors, ce biais, ça s'appelle le biais du temps présent. Et face à ce biais du temps présent, il va venir gêner un certain nombre de nos décisions, et de manière, pour certaines, assez importante et assez dramatique. Prenons la retraite, par exemple. Dans cette salle, qui épargne pour sa retraite? Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Alors rassurez-vous, j'ai posé la question à une vingtaine de banquiers. Ils sont 2 seulement à avoir levé la main. Pourtant, les banquiers sont censés être au courant qu'il faut épargner pour leur retraite. Ce biais du temps présent, il va venir gêner l'effort de retraite. En gros, vous n'avez pas envie d'épargner maintenant et de faire l'effort maintenant pour en toucher les fruits dans 40 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, en fonction de votre âge. Donc, comment on peut lutter contre ce biais pour faire en sorte que les gens épargnent? Aux États-Unis, ils ont monté ce qui s'appelle le Smart Plan. Ils ont proposé à des salariés d'une entreprise de décider maintenant, aujourd'hui, d'épargner dans 1 an. Et là, tout d'un coup, on ne me demande plus d'effort. On me demande de faire un effort demain, mais vous l'avez vu avec les films, demain, je veux bien faire un effort. 80% des gens à qui on propose ça rentrent dans le plan d'épargne en retraite. Au bout de 3 ans, ils sont encore 80% à y être restés, puisqu'on ne les force pas à rester, ils peuvent partir à tout moment. Et le taux d'épargne de ces gens-là est passé de 3,5 à 11,5%. On ose à peine imaginer la hausse et la rémunération du taux d'épargne qu'il faudrait avoir pour avoir les mêmes effets sur le taux d'épargne au niveau des gens. Alors, le nudge, vous le voyez, il a tout de suite un grand intérêt. Alors, les premiers à s'être intéressés à cette logique nudge, ça va être les gouvernements américains, d'abord, avec Barack Obama, et anglais, ensuite, avec David Cameron, qui vont créer des nudge units pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et puis, évidemment, les entreprises vont s'y intéresser pour essayer d'aider leurs clients et leurs consommateurs à avoir des expériences qui soient meilleures et à avoir une vie plus saine. Et même, parfois, les entreprises vont s'y intéresser pour leurs propres salariés, pour améliorer le bien-être et pour accompagner le changement à l'intérieur des entreprises. Vous avez ici un exemple qui est utilisé par l'industrie pharmaceutique. Comment est-ce qu'on va aider les gens à observer leur traitement thérapeutique, puisqu'il y a des vrais problèmes d'observance qui viennent gêner l'efficacité des médicaments. Comment je vais aider les individus à consommer mieux? Comment je vais faciliter la vie de mes clients dans un centre commercial et créer une expérience client qui soit mémorable? Comment je vais passer au digital? Comment je vais faire en sorte que la relation entre mes clients et moi soit une relation digitale qui soit plus simple pour l'ensemble des personnes? Et pour finir, comment je vais accompagner la transformation à l'intérieur d'une entreprise et améliorer le bien-être de mes salariés? Tous ces changements, en fait, peuvent être aidés par le nudge.
Alors pour conclure, j'ai envie de dire qu'en France, au pays de Descartes et de la raison, quand on a envie de changer des comportements, la première chose qu'on a en tête, c'est de faire une loi, ou de mettre en place des taxes, ou éventuellement, si on n'a pas les moyens de faire des lois et de mettre en place des taxes, de faire des grandes campagnes de communication qui vont effectivement changer les choses. Et il faut continuer à faire tout ça, c'est très utile. Seulement, on voit bien que parfois, ça crée de manière très importante une motivation, mais que cette motivation n'est pas suffisante pour faire passer à l'acte et pour passer au comportement. Alors quand vous êtes dans une impasse comme ça, où les lois, les taxes, ou même encore les grandes campagnes de communication n'arrivent pas à générer les comportements qui sont souhaitables, pensez au nudge, qui finalement va être une solution simple à mettre en œuvre, rapide, et qui va être efficace par rapport à l'objectif souhaité. Merci beaucoup.